Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Europe, Chine et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et la déclaration du Front populaire ivoirien relative à la conversation téléphonique entre Soro Kigbaforé Guillaume et le général Djibril Bassol au sujet du coup d'État au Burkina Faso. Pour le Front populaire ivoirien FPI, M. Guillaume Soro avoue dans cette conversation téléphonique que lui et son camp au pouvoir en Côte d'Ivoire, depuis le coup d'État du 11 avril 2011, sont les auteurs de l'assassinat du ministre d'État Désiré Tagro et par ricochet de bien d'autres personnalités proches du président Laurent Gbagbo. Tout de suite, actualité en Europe. Un des rares hommes politiques de l'Union européenne qui n'a pas peur d'éclairer de façon critique et en public la politique de l'UE, c'est Nigel Farage, président du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP. Dans son discours devant le Parlement européen à Strasbourg, le 27 octobre 2015, il a montré combien l'UE défend peu la démocratie et la volonté du peuple. Dans chaque crise, les démocraties nationales perdent de l'importance alors que l'UE exerce de plus en plus de pouvoir. Des exemples clairs en sont l'Italie et la Grèce, où l'équipe dirigeante élue par le peuple et critique envers l'UE a été mise à l'écart en 2011. Et le Portugal est le cas le plus récent. Le 4 octobre, les électeurs ont voté majoritairement pour des partis de gauche qui s'opposent aux mesures d'austérité dictées par Bruxelles, et cela n'a pratiquement pas été évoqué par les médias. Et pourtant, le président Aníbal Cavaco Silva refuse de donner le mandat politique aux partis de gauche. Silva justifie ceci en déclarant qu'il ne laisse pas le pouvoir à des sceptiques envers l'UE. Au lieu de cela, il a désigné un gouvernement minoritaire dirigé par Pedro Passos Coelho pour mener les affaires du gouvernement conformément à l'UE. Pour Farage, nous touchons ici un nouveau point négatif de la participation nationale du peuple à l'Union européenne. Un pays de l'UE n'a apparemment de droits démocratiques que s'il s'exprime de manière positive sur le projet de l'UE. Sinon, on lui enlève ses droits. Nigel Farage souligne que lui et son parti pour l'indépendance ne sont pas du tout surpris de tout cela. Car Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'UE, a fait savoir clairement qu'il n'y aura pas de vote démocratique contre des contrats européens. Et le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a dit « Voter ne change absolument rien, il y a des règles. » C'est-à-dire des buts intangibles et des choses établies dont la direction autoritaire de l'UE ne va pas s'écarter. Farage appelle ce développement l'implémentation moderne, ce qui veut dire la mise en pratique de la doctrine Brejnev. Le concept serait précisément le même que celui qui a été appliqué à l'époque dans les pays de l'URSS. Mais que contient exactement cette doctrine Brejnev? La doctrine Brejnev a été déclarée le 12 novembre 1968 par le chef du parti soviétique Léonid Brejnev lors du 5e congrès du Parti des travailleurs unis polonais. Elle partait de la souveraineté restreinte des États socialistes et en déduisait le droit d'intervenir quand le socialisme était menacé dans ces États. L'Union soviétique était la seule à avoir le droit d'intervenir. Elle était aussi la seule à décider que le socialisme était menacé et qu'ainsi les conditions pour intervenir étaient réunies. La thèse principale était la suivante. La souveraineté des États individuels est limitée par les intérêts de la communauté socialiste. En clair, cela veut dire une autorité absolue des dirigeants soviétiques au prix d'une mise sous tutelle totale et donc d'une dépossession des républiques membres. La répression des révoltes en Hongrie et en Tchécoslovaquie
ont ainsi été justifiés par la doctrine Brejnev. Nigel Farage termine son discours devant le Parlement de l'UE avec le constat que, devant le non-respect de la volonté du peuple en Italie, en Grèce et au Portugal, on a juste besoin de remplacer le mot socialisme dans la doctrine Brejnev par Union européenne et le contenu de la doctrine correspond exactement à la politique de l'UE. Voici le discours courageux que Nigel Farage a fait devant le Parlement de l'UE le mois dernier. Autant ce constat est déprimant du point de vue du peuple européen, autant l'histoire de l'Union soviétique devrait nous rendre optimistes. Car après une mise sous tutelle et une dépossession complète du peuple soviétique, celui-ci est devenu un peuple mature qui prend ses responsabilités et finalement, il ne s'est plus laissé faire. Et ça a été la fin du régime totalitaire soviétique. Grâce à votre diffusion courageuse de nos émissions, vous contribuez à accélérer ce processus de maturation dans le peuple européen afin que celui-ci ne se laisse plus mettre sous tutelle et déposséder, mais retrouve sa souveraineté et qu'il prenne ses responsabilités. Tout de suite, coopération Chine-Turquie. Du côté des relations bilatérales, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à explorer avec la Turquie les moyens de faciliter le commerce et l'investissement bilatéraux. Le président chinois a appelé au renforcement de la communication stratégique avec la Turquie et a demandé à ce que chaque pays s'aligne avec le développement stratégique de l'autre. Il a aussi indiqué que les deux côtés devaient utiliser pleinement les plateformes comme le Fonds de la route de la soie et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Le président chinois a enfin ajouté que la coopération dans le secteur de la sécurité devait être approfondie. Le président turc a fait écho aux suggestions du président chinois. Erdogan a déclaré que la Turquie ne permettrait jamais à aucun groupe de mener des activités sur son sol qui saperaient la relation sino-turque. Les deux dirigeants ont tous deux condamné fermement les attaques terroristes de Paris. Après la rencontre, les deux présidents ont assisté à la signature de plusieurs accords bilatéraux. Et pour finir, France avec les attentats et l'intervention de Michel Collomb. Je voudrais dire toute mon émotion et ma sympathie pour les familles des victimes et le peuple français devant ces actes horribles. Ma sympathie, elle va à tous ceux qui ont subi les agissements de ces terroristes en France, mais aussi les mêmes terroristes en Irak, en Libye, en Syrie et dans plein d'autres pays. Je crois que notre émotion, si nous voulons éviter que ça recommence, doit s'accompagner le plus vite possible d'un débat et d'une réflexion sur comment est-ce que c'est possible. J'entends Hollande, Fabius dire qu'il lutte contre le terrorisme. Je voudrais rappeler que M. Fabius a déclaré Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, en Syrie fait du bon boulot. Fabius, Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Comment peut-on dire qu'on lutte contre le terrorisme et en même temps les financer, les armer, les soutenir? Les États-Unis, depuis 1979, utilisent le terrorisme quand ça les sert, depuis l'Afghanistan et dans plein de pays. Il est temps que ça cesse. J'appelle chacun à faire tout ce qu'il peut pour que ce débat ait lieu. J'appelle les journalistes, je sais que la pression est très forte, mais j'appelle à ouvrir enfin le débat à ceux qui critiquent depuis le début cette utilisation du terrorisme. Je voudrais absolument que ceci ne débouche pas sur une hystérie islamophobe, mais au contraire sur un élan de fraternité et de réflexion pour mettre fin à tout ça. Attentat toujours avec l'analyse de TV Liberté. Madame, monsieur, édition spéciale attentat sans précédent en France. Début octobre, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic affirme que la France ne doit plus s'habituer à la menace d'attentats, mais à la réalité des attentats de masse sur son territoire. De manière grave et solennelle, il annonce que la France, plus encore que les États-Unis, est devenue l'ennemi numéro 1 de l'État islamique et que le pire est devant nous, le pire est dorénavant et durablement face à nous. La journée du 13 novembre avait été émaillée de nombreuses alertes à la bombe à travers la capitale et c'est finalement en fin de journée que Paris et la Seine-Saint-Denis ont été frappés en plein cœur. Les premières attaques ont eu lieu aux abords du Stade de France pendant une rencontre amicale France-Allemagne. À 21h17, une première explosion se fait entendre.
3 minutes plus tard, une deuxième retentit, puis une troisième. 3 terroristes équipés de ceintures d'explosifs ont donc commis des attentats suicides, un mode opératoire qui n'avait jamais eu lieu en France. François Hollande, présent dans les tribunes, est informé des événements, puis exfiltré discrètement pour se rendre à une cellule de crise. Dans les 10e et 11e arrondissements, des fusillades ont éclaté à quelques centaines de mètres de la place de la République, symbole des manifestations de Charlie en janvier dernier. Des terrasses de restaurants sont prises pour cible et le carnage continue. La salle de concert du Bataclan est prise d'assaut par 4 hommes armés de Kalachnikov. Ils tirent sur la foule qu'ils retiennent en otage. En tout, 8 zones vont être concernées par ces attaques. L'assaut dans la salle de spectacle est donné un peu plus tard dans la soirée. 3 des terroristes se font exploser. Le 4e est abattu par le RAID et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Des témoins survivants ont rapporté que les terroristes avaient crié Allah Akbar à plusieurs reprises lors de leur attaque meurtrière. Les assaillants ont également dit agir en représailles de l'action menée en Syrie par la France. Après les attaques de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes en janvier dernier, la coordination entre a priori 8 personnes est un nouveau cap franchi dans le terrorisme. Au moment où nous parlons, 128 personnes sont mortes, quelques 250 blessés sont également à déplorer, dont certains dans un état très grave. Au moins 3 policiers ont perdu la vie pendant l'assaut. Ce bilan dramatique fait de cet attentat le plus meurtrier jamais connu sur le sol français. De nombreux dirigeants internationaux, Vladimir Poutine, Barack Obama ou encore Angela Merkel, ont témoigné rapidement leur soutien à la France. Avant même la fin de l'assaut au Bataclan, François Hollande est intervenu après avoir organisé une rapide cellule de crise. Il déclare l'état d'urgence sur tout le territoire et décide une fermeture des frontières. François Hollande a annulé son déplacement au G20 à Antalya en Turquie où le dossier syrien devait être débattu, annoncé lors de sa prise de parole. Le président français décide la fermeture des frontières, puis un simple rétablissement des contrôles, une mesure préventive essentiellement symbolique puisque les terroristes des attaques parisiennes sont, selon toute vraisemblance, des ressortissants français ou pour le moins résidant en France. Toutes les manifestations ou mouvements organisés à Paris sont interdits, les compétitions sportives sont suspendues en Île-de-France. Le plan blanc est mis en place dans tous les centres de santé parisiens. 10 ans après les émeutes en banlieue, cette fois, l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire français. Il confère des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre. Les préfets peuvent restreindre la liberté de circulation, interdire l'entrée sur le territoire à des personnes représentant un risque et également réquisitionner des personnes ou des moyens privés. En Île-de-France, les réunions peuvent être interdites. Des perquisitions administratives peuvent être décidées en présence d'un officier de police sans passer par un juge et il est possible d'assigner à résidence les individus considérés à risque. Initialement mise en place en avril 1955 pendant la guerre d'Algérie, 60 ans plus tard, la France revit la guerre d'Algérie. À cette différence près que le Paris d'aujourd'hui, c'est l'Alger d'hier. François Hollande a d'ores et déjà proclamé 3 jours de deuil national. Les députés et sénateurs se réuniront en congrès à Versailles dans les Yvelines lundi. Une rencontre qui peut aboutir à une modification constitutionnelle afin de renforcer les pouvoirs de l'État, notamment par l'article 16. Tout porte à croire que des décisions seront prises quant au maintien des futures élections régionales prévues les 6 et 13 décembre et du sommet sur le climat COP21 devant regrouper dans 15 jours 130 chefs d'État. Pour l'heure, les partis politiques ont décidé de suspendre leur campagne électorale. La France, engagée dans les raids aériens contre Daesh, est en guerre. Elle est devenue la proie prioritaire et facile de l'État islamique. Il y a la proximité géographique des relais partout en Europe, la facilité opérationnelle de renvoyer de Syrie en France les volontaires aguerris, des frontières totalement poreuses à l'arrivée d'islamistes extrémistes et surtout la capacité de recruter de la main-d'œuvre directement sur notre territoire. Le 13 novembre, donc, le peuple français a été directement visé. Il a été désigné comme ennemi par l'État islamique face à cette attaque sans précédent. Des attentats à suicide non ciblés, tuant majoritairement des jeunes Français. La réalité oblige à se réveiller, à sortir du déni et agir en conséquence. Tel est le défi des dirigeants politiques et de la société civile. Plier sous le chaos ou provoquer le sursaut. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.